Docteur Christophe Wendy, bonjour. Bonjour, cher confrère. Vous avez publié il y a quelques mois cet important travail, le droit à la santé au Cameroun, qui est en réalité le résultat de vos importants travaux de thèse soutenus à Avignon en 2019. La première question qui me vient à l'esprit, c'est qu'est-ce qui vous a inspiré de choisir la thématique du droit à la santé au Cameroun? Les questions de santé m'intéressent parce qu'il y a des événements familiaux et puis à l'observation de la société. Comme événement familial, j'avais perdu une de mes sœurs cadettes, la cinquième d'une fratrie de 12, au moment où elle devait accoucher de son troisième enfant. Il y avait grève au Cameroun avec l'arrivée des libertés. Et il se fait que au moment où elle devait accoucher, il n'y avait pas les véritables pratiquants de la médecine. Il n'y avait pas de médecin. Il n'y avait que des stagiaires. Elle est morte de suite d'éclampsie, d'une crise d'éclampsie, qui est liée à l'hypertension. Et c'est comme ça qu'elle est partie. Il y a ça. Et puis, dans la société, vous savez que selon les normes de l'OMS, dans un rayon de 5 km, on doit avoir une formation sanitaire. Or, les déterminants de la santé prouvent que nous n'avons pas toujours une couverture géographique équitable dans notre pays, parce que l'État n'a pas de moyens pour construire partout. Par contre, nous avons partout, n'est-ce pas, les accoucheuses traditionnelles et des gens peut-être qui, en cas de morsure de serpent, peuvent, n'est-ce pas, intervenir en y appliquant des herbes de chez nous, de la pharmacopée traditionnelle. Donc la question est une question très importante et j'ai trouvé qu'après avoir fait, étant donc juriste, il fallait que je m'intéresse plus spécifiquement aux questions de santé. Votre thèse, cet ouvrage a été très bien accueilli par la doctrine juridique en la matière et par tous ceux qui s'intéressent aux problématiques du droit en rapport avec la santé. Et la question qui vient naturellement, le sujet est assez original, qu'est-ce qu'on entend par droit à la santé? Je vous remercie pour cette question, parce que nous avons le droit de la santé, le droit à la santé. Alors, c'est des disciplines qui ont pour préoccupation la santé, mais qui ont des angles d'interrogation différents. Le droit à la santé, c'est un droit subjectif. C'est un droit fondamental de l'homme. C'est un droit, parmi l'un des droits fondamentaux d'ailleurs, c'est une prérogative dont jouit chaque individu, qu'il soit un national ou un étranger, mais à partir du moment où il vit sous la juridiction d'un État, il a, n'est-ce pas, droit à la santé, au meilleur état de santé qui puisse exister, qu'il est capable d'atteindre. Parce que l'État est le pourvoyeur de cette santé. C'est l'une des prérogatives de l'État, n'est-ce pas, de pouvoir fournir, donner la santé à tous ceux qui vivent sous sa juridiction. Bon, c'est ça le droit à la santé. Mais c'est un droit qu'on développe beaucoup plus au plan universitaire, dans le domaine des droits fondamentaux de manière générale. Par contre, nous avons voulu, n'est-ce pas, faire émerger ce type de droit pour que ce soit on ait peut-être des chaires dans les universités camerounaises ou ailleurs. Parce que généralement, dans des ouvrages, si vous y allez, de droits fondamentaux, vous allez voir, c'est un petit chapitre. Or, c'est une question d'une dimension vraiment phénoménale. Mais vous avez d'une part donc le droit à la santé, mais vous avez également le droit de la santé qui développe des normes, qui réglementent et encadrent l'exercice de la promotion, de la profession de la médecine par les professionnels de santé. C'est des questions qui se recoupent de temps en temps. Parfois, si on parle par exemple des problèmes déontologiques, mais c'est vous verrez également développer dans cet encadrement et cette réglementation
des questions, des préoccupations qui relèvent, qui regardent et mettent en exerce, n'est-ce pas, les établissements de santé. Donc c'est la différence. L'un est un droit subjectif, le droit à la santé, alors que l'autre est un droit objectif, le droit de la santé. C'est ça, c'est là où réside la différence entre ces deux types de droits. Cette précision est très importante parce que la plupart des ouvrages de doctrine en la matière traitent effectivement du droit objectif qui est le droit de la santé. C'est donc une approche assez originale parce que nous qui ne sommes pas spécialistes de la question, on se demandait vraiment qu'est-ce qu'on peut démontrer à la faveur de toute une thèse sur le droit à la santé qui constitue souvent un petit appendice, comme vous le dites dans les ouvrages en la matière. Et vous avez réussi à publier toute une thèse sur la question du droit à la santé. Qui est redevable finalement de ce droit à la santé? Qui en est comptable quand on dit le droit à la santé? À qui est-ce qu'on doit le réclamer, docteur? Alors, à qui on réclame le droit à la santé? C'est à l'État, au gouvernement, au pouvoir public. C'est eux, de manière à titre principal, qui doivent fournir ce droit à la santé aux populations. Parce que vous avez d'un côté, n'est-ce pas, le débiteur et le créancier du droit à la santé, dont l'individu est le créancier. Pendant que le débiteur, c'est lui qui doit fournir, c'est l'État. Et quand vous analysez de façon générale comment les États africains réglementent et gèrent cette question du droit à la santé, est-ce que vous, en tant que spécialiste, vous avez l'impression que les États africains comprennent qu'ils sont les débiteurs de ce droit à la santé? Mais c'est justement pour cette raison-là que nous avons voulu sortir cet appendice de l'ombre pour qu'on sache que c'est tout un vaste domaine et que c'est un devoir régalien de l'État de l'organiser. Parce que vous pouvez aller à l'hôpital, il en sort des erreurs médicales, vous avez des infections mésocloniales, c'est l'État qui est responsable de tout ça. C'est lui qui doit fournir ce droit sur les États. Et il fallait que, encore que même chez les Occidentaux et ceux qui ont des systèmes de santé réputés plus solides, ce n'est pas une question prégnante dont on parle dans les livres en tant que tel. Comme vous l'avez souligné, il est facile de rencontrer au bout de la rue, dans une bibliothèque ou dans un établissement de vente des livres qu'on appelle la librairie. Il est très facile de rencontrer des ouvrages sur le droit de la santé, alors que cette histoire de droit à la santé, on devait en parler de manière prégnante pour qu'on puisse savoir que c'est différent. Bien que tout cela traite de la santé, mais il faut que... Et nous avons voulu également, au terme de la soutenance publique de notre thèse à Avignon, attirer l'attention, conscientiser les États dans l'organisation de la gestion des questions de santé pour que dans les écoles et dans la formation des médecins, on puisse introduire cette discipline en tant que telle, que ce soit une discipline. Et que dans les universités, on ouvre des chaires du droit à la santé, qui est différent, donc, comme nous l'avons souligné, du droit de la santé. Vous avez abordé une floraison des questions qui sont vraiment en rapport avec les problématiques de santé. Et il y a une problématique particulière qui préoccupe, si je peux me reprendre ainsi, les différents pouvoirs publics des États africains. C'est la question du médicament de la rue. Vous avez dû mobiliser une importante bibliographie, une importante documentation, des données. Quel est l'état de la question du médicament de la rue en Afrique, au Cameroun? C'est un véritable fléau. Des fondations, des études ont été faites là-dessus et on classe les fléaux mondiaux. Parmi les fléaux mondiaux, cette histoire de vente du médicament de la rue. Du médicament de la rue. Parce que vous avez des infractions liées à la drogue, à la consommation de la drogue. Dans nos plantations, au lieu de planter des cultures vivrières, on trouve le cannabis, on trouve ceci, qu'on vend de manière illégale, de manière générale, parce que c'est des substances également qui sont utilisées pour
soigner un certain nombre d'affections. Par exemple, les douleurs et autres. Donc, il y a une sorte d'utilisation licite et une utilisation illicite, légale et illégale. Donc, la question du médicament de la rue est une question qui est une atteinte, qui constitue une atteinte, n'est-ce pas, à la sécurité sanitaire, qui pose un problème de santé publique. Parce que il est facile qu'on croise cela dans nos carrefours. Et vous avez pu constater qu'à sa prise de fonction, le ministre de la Santé actuel en a fait une de ses priorités. Donc, c'est parce que cela est entré dans les habitudes. Quand il a pris ses fonctions, vous avez vu comment il a lutté contre ça. Il faisait des descentes. Bon, le phénomène persiste. Alors, je dis que vous avez la fausse monnaie, vous avez le phénomène des drogues, vous avez le phénomène des médicaments de la rue qui sont, au plan juridique, peuvent considérer comme falsifiés, comme ça touche à la propriété intellectuelle et autres. C'est des médicaments qui causent d'énormes problèmes aux populations. Parce que nous sommes dans un environnement où les populations ont foi, n'est-ce pas, au pouvoir soignant des tradipraticiens, mais également au pouvoir soignant de nos plantes. Et quand il y a une association entre ces types de médicaments qui sont frélatés, qui ne contiennent plus les principes qui permettent de soigner, vous les associez, il y a beaucoup de risques. Ça induit des risques terribles pour la santé des populations. Et pour un peu en parler en termes de gravité du phénomène, je vais vous dire que ceux qui s'adonnent à ce commerce, à cette pratique, retirent d'énormes sommes d'argent. Aussi au plan international que dans notre triangle national. Vous savez que certains pays voisins et autres sont en plein dans cette calamité et qu'au niveau international, il y a des organisations internationales qui se penchent dessus pour organiser cette lutte. Malheureusement, c'est des médicaments qu'on trouve souvent dans nos pharmacies. On les trouve dans nos pharmacies. Vous avez une prescription médicale, vous allez à la pharmacie, on vous sert un médicament qui n'est pas un médicament authentique. C'est là toute la problématique n'est-ce pas, des médicaments de la rue. Ces médicaments de la rue aussi sont exposés aux intempéries. Même s'ils avaient été d'une qualité, le fait qu'ils soient exposés, parce qu'on les garde, vous voyez par exemple avec les vaccins, il y en a qu'il faut garder sous une certaine température, les médicaments aussi, si vous voyez les prescriptions et les notices, la plupart ne doivent pas être exposés n'importe comment, n'est-ce pas, aux intempéries, au soleil, et comme nous sommes dans une région où il y a beaucoup d'intempéries, ça fait beaucoup de maladies. Et quand vous mélangez cela, si vous faites, n'est-ce pas, l'automédication, parce qu'on peut assimiler ça à l'automédication. Et si vous mélangez ça à ce que produisent les charlatans, ça crée beaucoup de problèmes de santé. Ça détruit le foie, ça détruit un certain nombre d'organes sensibles et vitaux. Et ce qui fait que parler du médicament de la rue, c'est parler d'un problème de santé publique qui prévaut dans notre pays et dans le monde également. Et docteur, comment faire pour avoir une lutte efficace contre les médicaments de la rue? Vous savez que dans la vie, le fonctionnement de la vie, de la société, il y a un certain nombre de règles qui existent. Il y a également des institutions qui les accompagnent et qui leur donnent corps. Alors, je crois que la solution se trouve dans non seulement les règles, mais également dans les institutions à mettre en place. Exactement. Il existe aujourd'hui une batterie d'institutions qui existent, mais qui ont une efficacité très minimale.
Parce qu'au ministère de la Santé, vous avez des brigades. Au ministère du Commerce, vous avez des brigades de contrôle. Vous avez des répressions. Vous avez des commissariats qui existent. Vous avez des gendarmeries. Vous avez des autorités administratives. Mais là où le bas blesse, c'est que cette pratique des médicaments, d'existence des médicaments de la rue, se fait à ciel ouvert. Elle se fait généralement à 2 mètres d'un commissariat. Elle se fait à 2 mètres d'un poste de gendarmerie. Et elle se fait, n'est-ce pas, au vu au-dessus de tout le monde, des autorités administratives et autres. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous avons beaucoup apprécié, dès qu'il a pris ses fonctions, le ministre de la Santé actuel, il a organisé toute une campagne qui, certainement avec le Covid et la crise sanitaire et autres raisons, a quand même pris un poids du plomb dans l'aile. Donc, je me résume. On ne peut actionner sur 2 leviers, les règles et les institutions, en montant d'un cran. Parce qu'ailleurs, il y a des organismes, des institutions qui existent pour reprendre une sorte de police spéciale. Et nous avons déjà eu à travailler là-dessus. Et je pense que pour sensibiliser davantage les pouvoirs publics, il faudrait peut-être que autour d'un certain nombre de personnes, de spécialistes, comme on l'a fait dernièrement avec l'ouvrage La Covid-19, réalité et avenir de la médecine traditionnelle, il faudrait peut-être qu'on se penche sur la question pour montrer le bien fondé de cette montée en puissance vers l'activation et des règles et des institutions. Ailleurs, il y a des institutions qui existent et qui sont spécifiquement, qui se consacrent à la lutte contre le médicament de la vie, le médicament falsifié. Je crois que cette spécialisation, justement, à la fois des normes, dans le renforcement des sanctions, dans un meilleur encadrement et dans la création d'une entité institutionnelle spécialisée pourrait vraiment nous permettre de monter d'un cran dans la lutte contre ce fléau. Et il y a une autre question qui a été soulevée par votre thèse, qui est une question qui est d'actualité, mais que beaucoup d'experts évitaient. C'est la question de la médecine traditionnelle. Vous avez réussi le tour de force d'intégrer cette question et quelques indiscrétions d'ailleurs dans le cadre de votre soutenance nous font savoir que les membres du jury étaient très attentifs et vous ont particulièrement félicité pour avoir introduit la question de la médecine traditionnelle dans cette réflexion. Qu'est-ce que la médecine traditionnelle et pourquoi on l'appelle traditionnelle, docteur? C'est de manière schématique. C'est la médecine traditionnelle, c'est le type de soins qui existe dans nos pays et qui s'appuie sur notre patrimoine culturel, sur nos avoirs, n'est-ce pas, et sur le patrimoine, sur notre culture. Voyez, croyez-moi, nous avons connu la tradition, la colonisation. Nous avons traversé un certain nombre d'étapes dans la vie. Et avant l'arrivée des Occidentaux, comment on soignait les gens en Afrique, au Cameroun spécifiquement? C'est en recourant à notre savoir-faire, à nos avoirs et à nos savoirs. Il y a des gens dans la société, c'est fou qu'on n'était pas organisé. Nous avions des royaumes, nous avions un type d'organisation. D'ailleurs, je crois que dans sa thèse, le professeur Maurice Kamto s'étend pouvoir et droit en Afrique noire. Et droit en Afrique noire. On avait notre type d'organisation. Certes, nous sommes dans une perspective de l'oralité, mais il y a quand même certaines contrées qui ont organisé, certaines civilisations qui ont organisé l'écriture aussi. D'ailleurs, il y a l'Égypte, il y a les Bamoun. Donc, la médecine traditionnelle, c'est cette médecine-là qui s'appuie sur le recours pour soigner nos populations à nos plantes, à nos écorces,
et parfois au reste des animaux. Cette médecine-là, elle est intégrée par l'OMS également et elle s'inscrit dans ce qu'on appelle les soins de santé primaire. Parce que compte tenu, n'est-ce pas, des limites objectives et subjectives de la médecine dite conventionnelle. Donc c'est une médecine, c'est notre manière de réagir. Nous avons notre vision du monde, notre cosmogonie, et c'est notre manière de réagir face à la maladie. Au village, dans nos villages, nous avons des accoucheuses traditionnelles. Vous savez, les déterminants de la santé, la route, l'eau potable, ainsi de suite, puisque le droit à la santé, c'est un droit carrefour des autres droits. Nous avons une réponse endogène face aux problèmes de santé. C'est ça la médecine traditionnelle. Docteur, l'occasion faisant le larron, vous avez publié il y a quelques jours avec sous votre direction et celle de Wilfred von Mbacham et de nombreux intellectuels africains cette importante publication dans le contexte actuel de lutte contre la Covid-19. C'est intitulé « La Covid-19, réalité et avenir de la médecine traditionnelle camerounaise ». Et selon vous, pourquoi on a l'impression qu'on sent comme une réticence des pouvoirs publics à intégrer la médecine traditionnelle aujourd'hui dans la lutte contre la pandémie? Nous avons senti, nous pouvons nous tromper, nous en tant qu'analystes extérieurs, que la médecine traditionnelle a eu une part très infime dans la campagne nationale de lutte contre la Covid-19. Nous avons entendu parler d'un remède, par exemple comme le Ngulbetara, que moi et quelques autres, nous avons eu à ingurgiter et qui nous a semblé assez efficace. Peut-être que nous sommes chanceux. Mais qu'est-ce qui peut justifier cette réticence à intégrer la médecine traditionnelle à côté de la médecine conventionnelle pour lutter efficacement contre la Covid-19? Je crois que cette perception est une erreur, une légère erreur. Parce que vous savez que dans la stratégie gouvernementale de lutte contre la Covid, dans ce qu'on a appelé la stratégie de riposte, la médecine traditionnelle fait partie, elle est partie intégrante, elle a été acceptée par le gouvernement dans la lutte contre la Covid-19. Vous savez également que dans son discours prononcé à l'endroit de la population de la nation, le 19 mai 2019, le chef de l'État a lâché une phrase. C'est qu'il a encouragé la recherche d'une solution endogène dans la lutte contre la Covid. C'est un aveu que la médecine traditionnelle est importante et qu'elle peut apporter quelque chose dans la recherche d'une solution. C'est d'autant plus que l'approche, vous avez suivi tous les débats qu'il y a eu autour de la solution qu'a proposé le professeur Raoul. On ne l'a pas plu, mais pourtant c'est ce qu'on applique. Vous avez vu que les pouvoirs publics camerounais comptent sur la médecine traditionnelle pour pouvoir lutter contre la Covid. Et que l'approche africaine est différente de l'approche occidentale. Parce qu'aujourd'hui, on met une emphase sur le vaccin. Donc, l'approche de mise en œuvre ou de mise en place est sujet à débat. Parce que ce n'est pas un vaccin traditionnel. Certes, la ministre a déjà, notre ministre de la Santé a reçu sa dose de vaccin l'autre jour. À travers le monde, on parle des effets secondaires, de tout ce que là. Donc, notre approche est une approche de curative, trouver un traitement. L'approche des occidentaux, aujourd'hui, elle est beaucoup plus préventive parce qu'elle privilégie l'apport du vaccin pour espérer limiter. Mais au plan scientifique, vous savez que c'est des débats. C'est un élément dans le processus de lutte contre cet ennemi mondial, n'est-ce pas, de l'espèce humaine.
Donc, nous pensons que les pouvoirs publics ne sont pas hésitants. On peut le dire, ils sont hésitants parce que c'est depuis les années 70 que la problématique a été posée de réglementer la médecine traditionnelle. Les années 60, ça fait plus de 5 décennies aujourd'hui. Mais vous savez également que ces mêmes pouvoirs publics, du côté de l'Assemblée et du côté du gouvernement, se rapprochent. À l'Assemblée, d'ailleurs, nous avons tout un réseau de parlementaires pour la codification de la médecine traditionnelle. Réseau de parlementaires. Le professeur Efouan Boisor, il en parlait l'autre jour de l'apport du Parlement dans l'évolution des choses dans la société camerounaise. Il y a tout un réseau qui existe pour la médecine, pour la codification de la médecine traditionnelle. Ils font d'ailleurs pression sur le gouvernement. S'il y a une hésitation, c'est certainement un semblant d'évitation, c'est certainement du côté du gouvernement. Même le gouvernement a fait un pas vers la médecine traditionnelle. Le gouvernement, chaque 31, je crois, octobre, nous célébrons ici la journée africaine de la médecine traditionnelle. Il y a toute une décennie, la médecine traditionnelle, 2014-2023, qu'a institué l'ONU de la médecine, disons, des questions de santé qu'on appelle l'OMS. Et donc, on ne peut pas dire vraiment que ça existe. Certes, ça a déjà mis long. Je parle dans l'ouvrage dont vous faites allusion, n'est-ce pas, de la situation d'être dans une sorte de bourbier juridique. Parce qu'en réalité, on n'arrive pas, n'est-ce pas, à sortir de ce bourbier, à avoir une réglementation. Mais encore faut-il, et je le souligne également dans le chapitre que j'ai voulu aborder dans l'ouvrage, encore faut-il que on puisse procéder à un audit de la situation des tradipraticiens, des charlatans, de la situation de la médecine traditionnelle dans les pays où ce secteur a été, n'est-ce pas, codifié. Ça, c'est une autre question. Il ne s'agit pas seulement de faire évoluer les règles en codifiant. Encore faut-il savoir ce qui en est devenu dans les pays où ça a été réglementé. Est-ce qu'il existe moins d'intoxication? Est-ce qu'il existe moins de problèmes de toxicité, des problèmes de dosage, et ainsi de suite. Donc, c'est une question dynamique. Et je pense que s'il y a une sorte d'hésitation des pouvoirs publics, c'est parce qu'ils veulent bien serrer, bien traquer la bête. Et je tiens à souligner en dernier lieu que le Cameroun n'est pas seul en tant que pays en voie de développement. Il y a le Sénégal également. Les choses ont beaucoup évolué depuis des années. Ils sont allés jusqu'à débattre de ce projet de loi au sein du Conseil des ministres. Il est allé à l'Assemblée, ça n'a jamais évolué jusqu'aujourd'hui. Donc nous ne sommes pas les seuls à traîner. Je crois qu'on essaie de bien serrer la bête, mais ce livre est un livre de plus qui est venu mettre, n'est-ce pas, sous le feu de la lumière l'importance de la médecine traditionnelle dans le processus, n'est-ce pas, de lutte contre la maladie au sein des États, en Afrique, au Cameroun. Mais également, c'est l'un des leviers, c'est l'un des aspects, parce qu'il y a ce qu'on appelle le rendez-vous du donner et du recevoir. Voilà donc quelque chose qui peut montrer la contribution de l'Afrique dans ce rendez-vous du donner et du recevoir. Merci infiniment, Dr Christophe Owendi, pour cet échange ô combien riche. Je voudrais rappeler que vous avez publié en fin 2019, début 2020, cet important ouvrage, Le droit à la santé au Cameroun, aux éditions L'Harmattan. C'est un ouvrage qui a été très bien accueilli par la doctrine, que nous recommandons vivement à tous ceux qui s'intéressent aux problématiques de santé. Mais avant, vous avez produit en 2019 le rapport sur l'état de l'environnement au Cameroun, qui a aussi des aspects qui sont en rapport avec la santé. L'environnement étant le premier vecteur et le premier instrument de renforcement du droit à la santé. Et il y a à peine quelques jours, cette importante publication
la COVID-19, réalité et avenir de la médecine traditionnelle camerounaise. Quel est votre mot de fin, docteur? Je veux dire qu'il faut qu'on insiste sur des choses qui peuvent faire en sorte qu'on sache qu'il y a une spécificité, non seulement camerounaise, mais africaine. Et qu'au rendez-vous du donner du recevoir dont je parlais tout à l'heure, nous n'irons pas les mains vides. Merci infiniment, docteur Christophe Fouendi, ou Africa TV vous remercie d'avoir participé à cet échange et à très bientôt. Je vous en prie. Merci beaucoup.